Bonjour à tous. Il est d'usage de commencer des présentations ou des discours par je suis très heureuse ou je suis très heureux. Moi, je suis véritablement très heureuse d'animer cet atelier, vraiment, parce que je pense qu'on est à l'aube d'un phénomène, et que y être associé même de très loin, moi, m'intéresse énormément. Puis je suis très heureuse parce que j'ai 4 passionnés pour en parler autour de moi. Alors Delphine Dohu, donc Delphine est actuaire, métier magnifique. Elle est plus exactement directrice technique actuariat au sein du département Corporate Risk Management de Gras Savoie. Bénédicte Huot de Luz, qu'on ne présente plus parce que Bénédicte a pendant des années été déléguée générale de l'AMRAI. Et puis elle se convertit dans l'intelligence artificielle et elle a créé AIRS, which in bon français stands for Artificial Intelligence Risk Services. Maxime Hambourg, Maxime donc, est directeur de l'innovation et du développement commercial. Et Maxime va nous parler plus précisément d'environnement. Donc Maxime est chez AXA XL Risk Consulting. Et enfin Cédric de Serpoz. Cédric est associé fondateur de NovaSecure, donc qui est une plateforme spécialisée dans le risque management et le risque de fraude, et voilà, et qui est assez en pointe sur les sujets d'intelligence artificielle, pilotée par l'IA. Alors, l'intelligence artificielle, voilà, donc ce qu'on sait, c'est que ce sont des formules. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce n'est pas de la magie. Quand on regarde un peu, John McCarthy, l'un des créateurs du concept, a dit « Toute activité intellectuelle peut être décrite avec suffisamment de précision pour être simulée par une machine ». Alors je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, mais ce n'est pas de la magie. Et aujourd'hui, on va s'atteler à vous présenter des exemples d'intelligence artificielle au service de la gestion des risques. On a pris le parti en fait d'entrer directement dans des exemples extrêmement concrets dans le cadre de la démarche de gestion des risques. Et dans un deuxième temps, en fait, nous ferons une pause et nous arrêterons sur un constat sous la forme d'une matrice force, faiblesse, opportunité, menace. Donc la démarche de gestion des risques est tout à fait classique, hein, vous la connaissez par cœur, donc c'est l'identification, l'analyse, l'évaluation, la décision naturellement, la couverture, le traitement, et puis le monitoring et le pilotage. Et à chaque fois, dans le cadre de cette démarche, en fait, on a 4 exemples, donc 4 intervenants, 4 exemples qui s'inscrivent dans le cours de cette démarche. Donc on va commencer par l'identification et l'évaluation du risque environnemental. Et donc la parole est à Maxime. Merci Anne. Alors, je m'appelle Maxime Hambourg, je travaille chez AXA XL Risk Consulting. Effectivement, je m'occupe des sujets d'innovation et de développement. AXA XL Risk Consulting, juste en 2 mots, hein, c'est une plateforme de 400 ingénieurs qui sont répartis dans 26 pays et on sert aujourd'hui un peu plus de 2000 clients. Donc on a 2 missions essentielles. La première, c'est d'accompagner nos souscripteurs, donc les personnes qui vous accompagnent dans la structuration de vos programmes d'assurance. Et on leur fournit une vision d'ingénierie, une vision de risque d'ingénieur qui les aide à structurer et à tarifer notamment les polices d'assurance. Et la deuxième mission qui m'amène aussi devant vous, c'est d'accompagner des grands clients, donc des entreprises de taille intermédiaire, mais aussi des grands groupes, dans l'identification, l'analyse, la mesure et la prévention de leurs risques opérationnels sur différents types de problématiques, des problématiques de dommages, de responsabilité, d'environnement, et on va avoir l'occasion d'en parler, de flood, de cyber et ainsi de suite. Avant de travailler avant d'exposer l'opportunité de l'IA sur l'identification, la mesure des risques, pour AXA XL, en tant qu'assureur, l'IA et le big data représentent un certain nombre d'intérêts et de bénéfices. Et évidemment, ils sont extrêmement liés à notre métier d'assureur. Donc notre métier d'assureur, c'est de comprendre les risques que vous pouvez rencontrer. Et je pense que l'intelligence artificielle et le big data nous permet notamment d'accroître notre connaissance du risque. Avec plus d'insights, avec plus de données, avec des données structurées, des données non structurées, et la possibilité aussi d'agréger non seulement des données sinistralité, donc ça sont les données qu'on utilise de manière historique, avec d'autres types de données. Et il y a de plus en plus de données, vous le savez.
Le deuxième intérêt, c'est l'efficacité, les gains de productivité qu'on peut dégager dans tous les process, les tâches relativement répétitives qu'on peut mener au sein de nos organisations. L'avantage aussi de ce bénéfice, c'est que c'est très souvent une manière de justifier à court terme le bénéfice direct d'un certain nombre de projets d'IA, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Le troisième, qui est très lié au premier, c'est évidemment ça nous permet de mieux tarifier, de mieux segmenter nos portefeuilles de risques. Et le dernier intérêt, qui à mon avis est le plus intéressant, le plus motivant, et pour reprendre aussi ce que disait Anne, je pense qu'il y a une opportunité formidable qui se présente à nous, c'est que ça va nous permettre de proposer des services de meilleure qualité auprès de nos clients. Ça va nous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus large des risques au travers de différents types de méthodes, différents types de données. Ça va nous permettre de mieux les évaluer, donc de mieux les prioriser et d'identifier les vrais sujets sur lesquels il faut travailler. Et là, pour le coup, il y a du jus de cervelle, il y a de l'expertise, il y a de l'intervention humaine. Alors l'IA on aura l'occasion d'y revenir, mais peut faire aussi parfois peur. Je pense que, nous on en est intimement convaincus au sein d'Accès XL, et je pense que beaucoup d'entreprises sont déjà dans cette démarche, c'est que ça va nous permettre de mieux exercer notre métier. Ça ne va pas le remplacer, on ne va pas tuer des familles professionnelles ou des métiers qui existent pour même grossir le trait. Ça va nous aider à mieux exercer notre métier et à se focaliser sur les sujets qui sont relativement compliqués. Et aujourd'hui, la donnée ne permet pas de traiter des sujets extrêmement complexes. Est-ce qu'on peut passer ? Alors, je vais illustrer mon propos au travers de la méthodologie qu'on a développée, qui nous permet d'accompagner un certain nombre de grands clients dans leur risque de mise en responsabilité environnementale. Donc, je tiens à préciser que le projet que je vais vous présenter est extrêmement... on est en pilote, on est en phase d'apprentissage, mais ça permet néanmoins d'illustrer le potentiel. Donc, notre méthodologie, quand on accompagne des grandes entreprises dans la prévention, l'identification... des risques de mise en responsabilité environnementale est structurée en 3 étapes. La première étape, c'est une analyse au niveau des risques au niveau d'un portefeuille. Donc vous le savez, une entreprise en matière de risque environnemental a des risques internes qui sont extrêmement liés à l'activité des différents sites, des activités qui peuvent utiliser des produits nocifs, explosifs. Elle est aussi liée au milieu environnemental, au milieu naturel dans lequel le site évolue. Et il y a aussi d'autres types aussi de risques qui peuvent être des risques totalement externes, comme des activités voisinant le site qui peuvent impacter le site industriel. Donc il y a un certain nombre de risques qui peuvent être analysés d'un point de vue haut niveau. La deuxième étape, une fois qu'on a une bonne compréhension relativement globale des risques au niveau d'un portefeuille, on va commencer à rentrer dans le détail et à analyser plus finement le degré de sensibilité d'environnement, les mesures de prévention et de protection du site qui existent, et surtout les risques liés à l'activité du site lui-même. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on commence à rentrer vraiment dans le détail pour les sites qui sont les plus exposés, qui non seulement ont une activité qui est particulièrement sensible pour son environnement, et en plus de ça, l'environnement dans lequel évolue le site est particulièrement sensible. Et là, on envoie des ingénieurs. Et ça illustre bien le fait que l'IA va permettre d'augmenter notre capacité à délivrer l'étape 1, mais l'étape 3, elle va être toujours existante, et surtout elle va être faite sur les sites qui sont les plus exposés et pour lesquels il y a un gros travail d'analyse qui a été fait en amont. Plus concrètement, sur l'environnement, on a une chance qui est assez incroyable, c'est qu'il y a énormément de données qui existent au niveau du marché et au niveau du monde entier. Donc vous avez les zones protégées qui sont relativement bien documentées au niveau du globe avec des bases de données comme World Heritage, ou au niveau de l'Europe avec les bases de données Natura 2000. Vous avez aussi d'autres types de bases de données qui cartographient la typologie des milieux naturels. Si on prend ces 3 types de datasets, de bases de données, ça nous permet d'avoir une très très bonne compréhension des zones protégées, de la sensibilité des milieux naturels, de l'existence d'espèces en matière de faune, en matière de flore, en matière d'habitat,
Ce sont aussi des informations qui permettent de catégoriser, de mieux comprendre le niveau de protection qui peuvent être mis en place par des associations locales. Donc ce sont des bases de données extrêmement riches, globales, et pour lesquelles il y a un travail très régulier de mise à jour qui est fait. Et ce sont des bases de données qui sont utilisées aussi par des scientifiques, par des personnes dont le métier est de travailler sur ces sujets-là. Et il y a aussi d'autres types de bases. Donc là, j'illustre mon propos avec ces 3 bases, mais il y a d'autres types de bases. On connaît très bien les sites Céveso, on a une très bonne compréhension des risques naturels, il y a des cartes, vous le savez, on les utilise tous. Il y a aussi des bases de données de cadastre, vous avez aussi des sites pollués, donc il y a beaucoup de choses qui existent au niveau du monde et qu'on peut commencer à agréger. En revanche, toutes ces bases de données n'ont pas la même qualité en matière de données, n'ont pas la même fréquence de mise à jour, et il y a un gros travail de machine learning à faire. Et c'est là où l'intelligence artificielle commence à jouer son rôle. En bas à gauche, vous avez l'illustration, en fait, pour un certain nombre de champs qui existent dans une base Natura 2000, du degré de complétude des différents champs. Donc par des techniques de machine learning, on est capable aujourd'hui d'identifier les paquets de données qui sont relativement similaires, et pour un certain nombre de paquets de données où des champs pourraient montrer ou des données pourraient manquer, grâce à des techniques de machine learning, on en déduit quelle pourrait être cette donnée manquante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ça, c'est une première technique d'utilisation du machine learning pour mettre à jour et pour compléter, on va dire, les bases de données, pour les harmoniser. Et il y a aussi des techniques de machine learning qui nous permettent aussi de développer des algorithmes beaucoup plus sophistiqués, c'est-à-dire comment est-ce que ces différentes bases de données parlent entre elles. Quels sont les indicateurs de risque qu'on est capable de déduire forts de la consolidation de l'ensemble de ces bases de données. Et là aussi, par le machine learning, avec des méthodologies de revue des scorings, progressivement on va commencer à apprendre, on va commencer à déployer ce type d'algorithme, on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Et en travaillant avec des experts de l'environnement, on va laisser affiner progressivement. C'est ce qu'on appelle du machine learning assisté. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à mesure qu'on agrège de plus en plus de bases de données, à mesure qu'on confronte ces bases de données, les algorithmes avec de l'expertise, on affine progressivement, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et encore une fois, ça aussi permet à l'ingénieur spécialisé en environnement de consolider son expertise et de traduire son expertise, son expérience en données. Donc là, vous avez le type d'output auquel on est capable d'arriver. Donc c'est la production de plateformes où un risk manager serait capable de visualiser l'ensemble de son portefeuille de sites et pour chacun de ces sites, accéder aux différents indicateurs liés à son activité et aux risques de mise en responsabilité environnementale liés à son activité et au degré de sensibilité de l'environnement auquel le site appartient. Donc vous avez des exemples là, particulièrement concrets. Donc on sait que la région de la Camargue, par exemple, et le delta du Danube sont des écosystèmes extrêmement riches en matière de diversité et de biodiversité. Et sans surprise, les algorithmes aujourd'hui nous permettent, voilà, sur une échelle de 0 à 10, d'identifier un niveau de sensibilité relativement proche de 10. Évidemment, ce sont des exemples où là, on était relativement confiants, parce que les zones protégées sont tellement critiques, mais on est en train de tester la robustesse de ces algorithmes en prenant différents types de régions où on sait qu'il y a un certain nombre de risques de mise en responsabilité environnementale. Donc les bénéfices pour le client, ils sont multiples. Et je ne vais pas passer au travers des bénéfices pour nous en tant qu'assureurs. Ce qui me semble être plus intéressant, c'est les bénéfices pour les clients. Le premier, c'est que ça va vous permettre, en tant que risk manager, d'avoir une compréhension, encore une fois, globale de vos risques au niveau d'un portefeuille. Donc vous pouvez avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de sites. Ça va vous permettre de comprendre quel est le niveau de sensibilité du milieu naturel sur lequel l'ensemble de vos sites sont exposés. Et le degré de sensibilité évolue énormément. Parce que les habitats sont différents, parce que vous avez des espèces qui sont plus ou moins à risque, parce que aussi vous avez des espèces qui peuvent être critiques pour leur écosystème.
Donc c'est des données qui sont extrêmement importantes. Mais vous avez aussi des données liées à la typologie des milieux, la manière dont sont utilisés les milieux. Est-ce que ce sont des zones agricoles? Est-ce que ce sont des zones industrielles? Est-ce que ce sont des zones forestières? Est-ce que ce sont des zones urbaines? Et tout ça est agrégé et caractérise le niveau de sensibilité de l'environnement. Et le deuxième axe, c'est spécifiquement à l'activité du site. Donc un site génère un risque plus ou moins fort pour son environnement, de par son activité, en utilisant des produits nocifs, des explosifs, et ainsi de suite. Donc ce mapping permet encore une fois au niveau d'avoir un nuage de points qui correspond aux différents sites d'un portefeuille, et encore une fois identifier les sites qui a priori seraient les plus à risque, et là pour le coup il y a un vrai travail d'analyse à faire. C'est extrêmement intéressant aussi pour les risk managers, c'est que ça peut leur permettre de mieux motiver une démarche au sein de l'entreprise. Donc rapidement, expliquer à la direction, voilà l'état des lieux, voilà l'exposition, comment est-ce que je vais commencer à prioriser mes investissements pour travailler en détail sur le sujet. Donc c'est une aide à la décision, et encore une fois, ce sont des mappings, ce sont des données. Après, il y a un gros travail d'analyse à faire, mais on est sûr qu'on va allouer les ressources d'ingénierie sur les sujets qui sont les plus importants. Et donc, on a les données en temps réel, et ça, c'est formidable. On a les données en temps réel, donc ça, c'est le projet. Ouais. On n'y est pas encore. On est capable de sortir des photos relativement régulières dans l'année. Et effectivement, la typologie de risque des portefeuilles de nos clients évolue en fonction de l'année, parce que vous avez des acquisitions, vous vous séparez d'activités. Et c'est extrêmement important, tout au long de l'année, tout au long de la vie de l'entreprise, d'avoir une vision au plus proche de vos risques. Merci. Merci Maxime. Alors, autre exemple en matière d'identification et d'évaluation des risques. Bénédicte. Merci Anne. Alors, déjà pour commencer, juste pour vous dire à quel point je suis heureuse de vous retrouver. Alors, Anne disait heureuse, très heureuse, je partage. Très émue aussi parce que ça fait 3 ans que j'ai quitté ce plateau et je suis très contente de revenir par le biais du contenu, par le biais de la réflexion sur le risk management. On parle de Anne me présentait comme ayant fait une reconversion. Moi, je crois que c'est plutôt un prolongement de ma vie de risk manager. Risk manager un jour, risk manager toujours. Et pendant ces 3 ans, je suis allée justement me demander qu'est-ce que c'était que cette intelligence artificielle et en quoi ça pouvait nous aider, nous les risk managers, à être plus efficaces dans nos métiers. Alors, j'ai absolument pas les réponses à tout, mais en tout cas, je peux vous dire que risque et données, ça va faire un mariage formidable. J'espère pas un divorce, mais vraiment un mariage formidable. Alors, je voulais partager déjà avec vous, pour commencer, pourquoi, effectivement, l'IA va devenir essentielle au risk manager, ce que j'ai compris pendant ces quelques mois de réflexion et de lancement d'activité. Eh bien, déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de numérisation de données. On est en train de tout capter. On a capté déjà les données chiffrées, évidemment, c'est les plus simples. On est en train de capter les données textuelles de plus en plus. On a capté les données audio, on est en train de le faire, le texte, mais aussi les intonations. On capte des émotions, on capte des choses au fur et à mesure. Même les données faciales, aux grandes dames de certaines réflexions, parce que ça fait quand même un peu peur, la donnée faciale. En Chine, ce qui se passe, le permis social, toutes ces choses-là. On n'est pas là aujourd'hui pour juger. En attendant, on a quand même une capture des données qui arrive de plus en plus. Et nous, la donnée, en matière de risk management, ça nous intéresse. Ça fait longtemps qu'on parle d'indicateurs de performance. Ça fait longtemps qu'on parle de comment est-ce qu'on mesure le risque. Et vous pensez bien que la donnée, la factualisation des données comme on le fait aujourd'hui, ça nous intéresse au plus haut point. J'ai tendance à représenter la factualisation de la donnée comme un code barre, vous voyez. Oui, on est en train de mettre des codes barres partout, et finalement, c'est assez illustratif de ce qu'on est en train de faire. Alors, avec ces fameux codes barres, qu'est-ce qu'on en fait? On va les utiliser dans des maths. Alors là, je vous rentre dans un domaine d'expert, d'hyper-expert, et je ne suis pas hyper-expert sur ces données-là. L'expert qui travaille avec moi, c'est Okay, qui est au premier rang, là, ici, que je montre du doigt, comme ça ne se fait pas, mais je le montre du doigt. Et c'est lui qui me dit, on a des modèles mathématiques, on a des modèles statistiques, et quand on les transforme, quand on les mélange ensemble, on peut faire des modèles. On les transforme en algorithmes, et les algorithmes, c'est des boucles de récurrence qui font qu'on utilise les données, on utilise les données, on utilise les données, un savoir-faire, une intelligence, des modèles différents, et on arrive à des résultats et des combinaisons qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et ça, honnêtement,
Vous vous souvenez, on parlait de corrélation et de causalité depuis des années en matière de risk management. Aujourd'hui, on arrive à fixer ces corrélations parce qu'on a réussi à triturer les données, on a réussi à les mettre dans différents sens. Et ça, c'est le génie du data scientist. Clairement, ce n'est pas mon génie. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça va devenir essentiel? Parce que on va finalement, grâce à la donnée, on va mieux étayer le risque. On va passer du quali, du déclaratif, de ce que l'on pensait, à de plus en plus de, j'aime pas le mot de quanti, mais c'est d'étayer les risques, leur donner une véritable valeur. Parce qu'on a capté, par les chiffres, par le texte, par les émotions, par le ressenti, par plein de choses, on a factualisé les choses, donc on arrive à mieux les objectiver à la fin. Alors une fois qu'on a dit ça, on a posé le concept et on peut avoir plein d'idées, mais je pense que tant qu'on n'a pas testé nos idées auprès de vous et avec vous, on reste encore à l'état de « on défriche ». Et là, je pense qu'on peut faire un appel au peuple pour mes quatre camarades qui sont à cette table, de dire que faire des proof of concept avec vous, tester vos idées chez vous, aller dans vos métiers, aller dans vos réflexions, c'est hyper important pour vous comme pour nous. Donc vraiment aujourd'hui, c'est un appel de ce qui vous intéresse, vos risques majeurs, vos risques critiques. Venez nous en parler. Nous, on a peut-être des idées et surtout, on a besoin de tester avec vous ces idées-là. Donc, si je peux me permettre, par rapport à mes petits camarades à droite, à gauche. Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce qu'on en a fait de cet état des lieux? Eh bien, il y a quelques temps, on a commencé finalement, on s'est dit avec Okai, mais commençons par la cartographie des risques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la cartographie des risques? Les données issues des SIGR, comment est-ce qu'on pourrait avancer déjà pour les risques managers? Et la première chose qu'on ait faite, eh c'est en récupérant de nombreuses cartographies des risques d'un même client, on les a triturées, on les a justement, je vous ai dit, passées dans les algorithmes et dans ses réflexions. Et ce que Okai a fini par dire, c'est le chemin critique. Vous rappelez en disant c'est acceptable, c'est moyennement acceptable et c'est acceptable, cette grille à gauche que vous voyez sur l'écran. En fait, ce n'est pas le chemin optimum d'allocation des ressources. Si vous retravaillez entre ce que vous avez eu comme impact et comme probabilité, impact et maîtrise, et les éléments que vous avez mis en place au fur et à mesure de l'année, en prenant un historique de 3 ans, 4 ans, 5 ans de données, on a réussi à faire un chemin critique qui était plus optimum en disant si vous allouez les ressources, si vous avez un risque qui est en 1, en 2 et en 3, vous voyez, c'est là votre priorisation de ressources. Et si vous êtes 4, 5, 6 et 7, regardez le chemin, il n'est pas tout à fait le même qu'à gauche. Et donc ça, c'était une première réflexion qu'on a menée, première réflexion qu'on a commencé à mener sur est-ce que finalement notre chemin critique était le bon en matière de risk management. Deuxième réflexion qu'on a menée un peu plus, je dirais, concrète sur un risque spécifique. On s'est intéressé à un risque critique chez un client qui avait une problématique de supply chain majeure, comme ça peut vous arriver à beaucoup. Et donc la supply chain, vous savez, on peut prendre les typologies de risque par plusieurs bouts. Et nous, on a commencé par le prendre tout simplement par le départ, le retard de livraison. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un retard de livraison? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas livré, qu'on a une rupture de supply chain? On aurait pu prendre la défaillance fournisseur ou d'autres choses, mais on va vraiment se focaliser là-dessus. Alors, nous, on n'a pas les moyens de certains, hein, on est en train de montrer notre structure, donc on a travaillé tous les deux avec aussi un développeur, et on a quand même réussi en prenant des données simples, et c'est un peu le message que je vais vous donner. Vous avez plein de données au sein de votre structure qui existent déjà, et qui ne sont pas forcément déjà bien exploitées. Alors, je ne parle même pas des données semi-structurées ou rien du tout, c'est déjà des données structurées qui sont dans vos ERP, dans SAP, dans les CRM, dans des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui existent et qui ne sont absolument pas utilisées et exploitées. Et déjà, ça, nous, on sait aller les chercher. Alors, je dis nous quatre. On sait aller les chercher, on sait aller travailler, les récupérer et en faire quelque chose. Et le gros avantage du risk management, c'est que nous, on sait que les données, on sait les affecter au risque. Alors que la plupart des sujets d'intelligence artificielle que l'on peut voir dans la presse, on se dit « Ah, il faut faire un data lake ». Ça, c'est le grand mot. Un data lake, on va mettre des data, alors ça coûte des milliards, des millions et des milliards, du temps. Mais on verra bien comment est-ce qu'on va utiliser ces données plus tard. Nous, on sait que les données, elles vont étayer les risques. Donc,
quand on va chercher des données, on sait vers quoi on veut les amener, vers quel risque on veut finalement donner une valeur à tel ou tel risque. Sur la supply chain, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on est en pleine phase d'apprentissage, hein, comme disait Maxime tout à l'heure, on est en phase d'apprentissage, donc on vous présente des outils qui sont en cours de construction ou en test. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré sur SAP déjà beaucoup de données concernant les commandes, les dates de commande, les envois, les réceptions, et on est arrivé à, en utilisant ces fameux algorithmes que Hawkeye utilise, à finalement, à la conclusion suivante, c'est qu'on avait un retard de livraison d'environ 54% pour l'ensemble des fournisseurs. Donc, le client nous disait, je pensais qu'il y avait des problèmes, mais de là à dire 54%, c'est beaucoup quand même, je ne pensais pas. Très bien, on a été un peu plus loin, on a retrituré les dossiers, les fichiers dans tous les sens, et on s'est intéressé à la cyclicité des retards. Et la cyclicité, finalement, grâce, là encore, à l'algorithme et surtout à l'analyse comportementale qu'on peut faire par rapport aux algorithmes, et si au cas je dis des horreurs, surtout tu m'arrêtes, eh bien, on a réussi à montrer une cyclicité des fournisseurs. Et comme vous voyez sur l'écran, du milieu, en fait, vous voyez sur une zone verte, entre mars et septembre, là on était sur un fournisseur et un produit donné, effectivement, là on n'a plus de retard, on n'a pas du tout de retard entre mars et septembre. Mais par contre, entre septembre et mars, vous voyez bien le yo-yo que joue le retard fournisseur. Alors on se dit, mais quand même, c'était pas vu ça? Eh bien non. En travaillant sur ces données, ces combinaisons de données, en fonction des outils qu'on a en place, on n'avait pas cette information. Il y avait un ressenti, mais on n'avait pas cette information. Donc tout de suite, l'action du risk manager, évidemment, ça a été alerter les achats. Attention, comment ça se passe? Et évidemment, le réflexe de l'achat, ça a été, mais on va aller discuter avec les fournisseurs, on va renégocier les contrats, on va regarder, et puis on va voir s'il y a des pénalités. Alors on est parti de ça, puis on est allé un tout petit peu plus loin, on a continué, je ne sais pas combien de temps il me reste, on est allé un petit peu plus loin, et on a récupéré donc on est resté sur ces fichiers de cyclicité, et on a récupéré, vous vous rappelez, les business impact analysis que font certains d'entre vous, les assureurs, pour se dire si on est absent de notre marché, parce que finalement la rupture de livraison, c'est qu'on est absent de notre marché à la fin. Je veux dire, on n'arrive pas à produire, on n'est plus présent. Donc on a récupéré ces données-là et on les a recombinées une fois de plus pour se redemander qu'est-ce que ça pouvait donner comme information pour le risk manager. Alors, si vous regardez un petit peu ce schéma au milieu, il faut le lire en 3 temps. Vous avez déjà la taille des ronds. La taille des ronds, ça vous donne le nombre de jours de retard. Donc plus le rond est épais, plus le nombre de jours de retard est grand. On est en moyenne, hein, on est en moyenne, d'accord? Ensuite, la couleur du rond, elle va vous donner, vous voyez bien les couleurs? Oui, vous voyez bien les couleurs. La couleur du rond, elle va vous donner la probabilité que ça arrive. Si c'est en bleu, on est à peu près en dessous de 40% de probabilité que ça arrive. Si on est en jaune, on est entre 40 et 60% que ça arrive. Et si on est en rouge, on est au-delà de 60%. D'accord? Et donc, vous avez cette criticité qui est que, effectivement, vous allez avoir la probabilité que ça se réalise, qu'on ait une absence de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, il est en ordonnée sur la gauche. Et c'est, vous voyez, on va jusqu'à 40 millions. Donc, on peut lire le grand rond qui est en haut à gauche. Le retard moyen de livraison pour ce produit est en moyenne de 57 jours, entraînant une probabilité de 36%, une probabilité de 36% de perte de chiffre d'affaires estimée à 41 millions d'euros. Alors, il faut être bien concentré quand on fait ce genre de phrase, mais nous, Risk Manager, ça nous parle. On parle de probabilité, on parle d'impact, et franchement, résultat des courses, on parle de niveau de risque, non? On peut faire des niveaux de risque avec ça. Donc, en tant que Risk Manager, je me retrouve avec ça. Mais c'est quoi mon appétence? Quel est le niveau que je veux donner à ma prise de risque sur le retard de livraison? Hop, on discute avec le patron de l'usine. Où est-ce que je mets mon rating? Et on remonte au supplier, on remonte la chaîne pour arriver à ce niveau de risque qu'on considère acceptable pour l'entreprise. Vous voyez cette logique? Et honnêtement,
On avait des fichiers, c'était pas d'une grande complexité. On a vraiment travaillé sur la combinaison de plein de fichiers et vous voyez ce que l'on peut donner. Alors là, vous me direz, oui, c'est bien gentil tout ça, très bien, mais pour combler la problématique de perte de chiffre d'affaires, rupture de supply chain, on a des stocks, on a des niveaux de stock. Ah oui, ça pour en avoir, on en a. On en a beaucoup. Et justement, on en a tellement que ces niveaux de stock, on est parti sur le niveau de stock le plus haut par rapport à une rupture un peu ressentie. Vous imaginez les gains en BFR qu'on peut avoir? C'est-à-dire que là, dernière étape sur lesquelles on a travaillé, mais il y en a plein d'autres des étapes qu'on pourrait suivre derrière. Mais dernière étape sur laquelle on a travaillé, les niveaux de stock. On a pris les niveaux de stock, on a pris aussi la production industrielle qui était utilisée pour les stocks, évidemment. Et puis derrière, on s'est amusé à se dire, mais est-ce qu'on n'a pas un chemin critique sur le stock en fonction de la cyclicité? Quel niveau de stock en fonction de ce fameux retard par produit? Quand on a présenté ça aux achats, évidemment, avec le risk manager, tout de suite, ils ont vu, ils se sont dit, mais oui, mais c'est bien sûr, on a des problèmes de BFR, on a des problèmes de stockage de produits, et on a du coup tout un travail qui est en train d'être fait avec le métier, avec la supply chain de l'entreprise pour se dire à quel niveau optimum on va pouvoir travailler. Et ça, c'est venu par le risk manager en travaillant conjointement sur cette fameuse combinaison de fichiers qui était, honnêtement, c'était des fichiers qui étaient structurés dans le RP, des éléments qui étaient de données, un peu de données des business impact analysis. Vous avez plein de choses dans vos folders, dans vos disques durs, et je vous promets qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes dès le départ. Alors, attention au temps, j'ai presque fini. Bon, non, j'ai pas fini. Alors, juste pour finaliser, parce qu'on a plein d'exemples, on pourrait rajouter, qu'est-ce que j'avais dit? On pourrait rajouter la cyclicité des ventes sur le marché. On pourrait rajouter après la matière première. Vous imaginez la matière première qui compose les produits. Et on se retrouve à faire des nouvelles réflexions, des nouvelles anticipations sur les marchés. On pourrait aussi rajouter du texte, de l'analyse textuelle, de l'analyse de contrats fournisseurs, en se disant quelles étaient les clauses et les conditions de commande, et pour optimiser les dates de commande. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut se faire, mais je ne vais pas le traiter maintenant parce que justement l'exemple que Delphine va vous donner, il parle de l'analyse textuelle. Mais imaginez si on avait utilisé le texte dans l'exemple de la supply chain, on aurait plein d'autres choses à vous montrer. Merci, Delphine, à toi. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. D'une part parce que pour une fois en tant qu'actuaire, je vais vous parler d'analyse de texte et je trouvais que c'était assez rigolo de partir sur un autre thème. Et vous parler de l'amélioration de la prévention grâce à l'IA et les prototypes et l'époque qu'on a pu faire avec certains de nos clients chez Grâce à Voix. Le démarrage de nos réflexions sur l'IA et l'analyse textuelle repose sur le constat un peu simple, ce qui est globalement 80% des données sont sous forme de texte et globalement elles sont sous-exploitées ou inexploitées. Inexploitées parce qu'en tant qu'actuaire, dans nos métiers, on aime bien les chiffres et que quand on a du commentaire à côté, du commentaire avec des fautes d'orthographe, des champs incomplets, des noms tronqués, on fait rarement beaucoup d'analyses avec ce genre de données. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, dans l'ère du big data, de la capacité à intégrer et à ingérer ce type de données, de ne pas les exploiter convenablement. Donc l'idée derrière, c'était d'une part mieux les exploiter et surtout mieux les valoriser, notamment sur un sujet qui nous semblait intéressant, qui était les rapports de prévention. Dans ces informations-là de données textuelles, on sait qu'on croule sous les rapports, les commentaires. Et l'idée, c'était de se dire comment on pourrait mieux les lire, mieux les classer, prioriser ces actions de prévention et se poser la question de se dire est-ce qu'aujourd'hui, les rapports de prévention, où est-ce qu'ils en remontent, les commentaires, sont-elles adaptés au profil de risque de nos clients? Et la vision sous-jacente, c'est de se dire on aimerait bien gagner en efficacité parce que si sur ce type d'analyse, compte tenu du nombre de rapports qu'on peut stocker et avoir, il nous faut des armées de stagiaires pour pouvoir les lire et les classer, c'est juste pas possible. Donc l'intérêt justement de l'IA, c'est ce gain d'efficacité et pouvoir exploiter, nous après sur les données et les modèles, des informations qui aujourd'hui sont des informations qui sont à mon sens
pas suffisamment valorisés pour pouvoir en sortir une analyse de risque. Donc globalement, comment on travaille? On travaille sur la partie de la branche de l'IA qui s'appelle le text mining, qui est des processus pour apprendre à lire à la machine un certain nombre de données textuelles et pour pouvoir les classifier. Au-delà de ça, je reprends ma casquette d'actuariat, on combine ce type d'analyse avec les modèles actuariels classiques et ça redonne une profondeur dans nos activités. Dans nos périmètres, nos champs exploratoires de modélisation, pour sortir en fait une meilleure vision, ou une vision un peu différente ou approfondie, je dirais. J'aime bien cette idée d'iceberg, c'est que dans le monde de l'actuariat, on regardait en fait des données chiffrées, le haut de l'iceberg, et on se rend compte que derrière toutes ces données chiffrées, il y avait quand même un contexte, des mots, etc. Et on replonge un peu dans le bas de l'iceberg pour redonner toute la problématique et la visualisation de risque qui était portée à travers ces zones de commentaires et ces données chiffrées. Donc c'était notre constat au démarrage. Et après, la question, c'est pour faire ça, de quoi avons-nous besoin? Et on va démarrer simple. On va démarrer d'abord par regardons tous nos rapports de prévention qu'on a ou que vous avez chez vous. Comment on peut les lire? Et ce n'est pas une mince affaire de les lire parce que je ne vous cache pas que les formats sont différents, les niveaux, les endroits de stockage sont peut-être différents. Donc première difficulté. Vos bases de données sinistres, parce que l'intérêt c'est quand même, et on est en dommage, c'est quelque part, on en a un peu, on en a parlé juste, Bénédicte en avait parlé, c'est quel est le lien qu'on peut donner avec ces informations de prévention, ces données sinistres et la corrélation ou la non-corrélation, on l'espère la corrélation, de ces rapports de prévention avec la réalité de vos sinistres et est-ce qu'il y a un sens? Et bien évidemment, on reste sur du dommage, donc la liste de vos sites votifs pour retrouver en fait les fondamentaux qu'on a l'habitude de regarder, c'est qu'effectivement les engagements sous-jacents et est-ce qu'il y a un intérêt de faire des actions de prévention. Donc à travers toutes ces idées-là, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, grâce à l'IA, mieux voir nos actions de prévention, mieux les classifier et en redonner toute la puissance de justification de aujourd'hui, si je dois mettre un euro dans de la prévention, comment je suis capable de justifier que c'est à cet endroit-là qu'il fallait le mettre, au-delà des analyses et des rapports classiques que l'on peut avoir. Donc, en quelques mots, c'est quoi comment s'articule cette démarche? On a globalement 4 grandes démarches, 4 grandes étapes. La première, c'est effectivement la préparation de la donnée, parce que sans données, nous ne sommes rien, en tout cas sur la partie IA et actuariat. Donc, préparer la donnée, extraire le texte et commencer les processus d'analyse textuelle. Ces processus servent à quoi en fait concrètement quand on parle d'analyse de texte d'un point de vue pratico-pratique? C'est on a de la donnée, donc le texte par définition c'est de la donnée ce qu'on appelle non structurée, donc avec des mots qui sont de temps en temps tronqués, des mots avec des fautes de frappe, des mots qui sont des abréviations. Et le principe de l'analyse de texte, c'est faire apprendre à la machine ces données et essayer de ressortir en fait les mots-clés. Les mots-clés, donc redresser les mots quand les mots sont mal écrits, regarder la racine des mots pour retrouver en fait le sens du mot d'origine et pouvoir faire après de la stat sur des mots. Donc c'est tout bête, mais quand on lit les rapports de prévention, je vous assure que le terme sprinkler n'est pas toujours très bien écrit. Et donc, à titre d'exemple, si on devait... je ne sais pas si vous avez l'occasion de temps en temps de faire quelques recherches V sous Excel de sprinkler, il va vous retrouver le bon sprinkler, mais tous les sprinklers avec les inversions de lettres, ça marche moins bien en fait. Et donc, quelque part, l'intérêt de ce type de processus, c'est vraiment de redresser les mots parce que l'intelligence de la machine va se rendre compte que c'est toujours à peu près le même mot. L'organisation des mots sont un peu différents, mais on les retrouve dans le même contexte. Et donc, il va identifier que c'est le même mot. C'est ça la force de ce qu'on appelle de l'IA, c'est de reconnaître plus facilement, plus rapidement qu'une Hermine, une petite stagiaire, même si je les adore, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas du travail de haute qualité intellectuelle que de relire des commentaires et de redresser les mots. Donc c'est un peu ça, la valeur ajoutée de l'IA, c'est aussi ça, c'est d'apporter en fait des procédures qui permettent de gagner du temps
pour ce type d'analyse et de redressement d'analyse de données. Après, on va rentrer sur qui est plus les domaines sur lesquels moins explorateurs, qui est on va lancer sur ces mots-clés qu'on a redressés ce qu'on appelle du machine learning non supervisé. C'est qu'au départ, on va demander à la machine de nous ressortir une certaine classification sans a priori pour se dire, voilà, quels sont les mots-clés, les combinaisons de mots-clés que la machine trouve comme intelligentes. Et elle nous sort un algorithme et des combinaisons de mots. Et après, c'est là où, effectivement, l'IA peut-être qu'une collaboration avec des experts, c'est que sans les experts, on n'est rien. Ça veut dire qu'en fonction de l'information qui est injectée dans la machine, quelque part, il y a des combinaisons de mots qui, finalement, n'ont aucun sens. C'est-à-dire que même si, je dirais, mathématiquement, d'un point de vue algorithmique, il y a des combinaisons de mots qui ressortent, après, quand on lit les mots, ça n'a aujourd'hui aucune valeur, aucun sens. Donc après, on retourne avec nos experts pour dire, voilà, il nous a sorti telle combinaison de mots. Alors, de temps en temps, on a des très, très bonnes surprises de combinaisons qui, ah bah oui, il y a des choses qui s'expliquent derrière ces combinaisons de mots. Et il y en a d'autres où, non, vraiment, c'est un coup de temps en temps, il y a, je dirais, des aberrations textuelles qui fait que, effectivement, ces combinaisons n'ont pas d'intérêt. Et donc, à ce titre-là, on relance un modèle qui est plutôt du machine learning supervisé, où on force un peu la machine à réfléchir dans un environnement un peu plus normé pour retrouver des catégories qui vous parlent, qui nous parlent et qui a un lien qu'on puisse remettre avec les données sur lesquelles on va vouloir réexpliquer en fait des items, des mots-clés de type la sinistralité, l'environnement, les sites, etc. pour retrouver en fait après ne pas perdre d'esprit. Ce qu'on cherche à expliquer, c'est quand même, est-ce que je peux mieux expliquer la prévention avec ces mots et donc les relier avec des données qu'on a l'habitude de traiter, qui sont les bases sinistres ou les sites. Et après, on fusionne tout ça et on sort une classification, ou en tout cas, on met en exergue un certain nombre d'éléments qu'on a identifiés à partir de ces process. L'intérêt de ces procédures, ça permet de redonner la profondeur de mots, et on est presque de l'analyse grammaticale, c'est des verbes d'action qui vont avec les mots. C'est-à-dire, je dis, j'enfonce une porte ouverte, mais quand dans les zones de commentaires, on va lire contrôler vos sprinklers ou mettre en place des sprinklers, derrière il y a le mot sprinkler, mais le verbe d'action qui était à côté n'a pas du tout la même incidence, ni le même coût pour vous que de réviser, de faire un contrôle de vos sprinklers que d'en mettre. Donc, quelque part, il y a les verbes d'action qui vont avec, et toute la puissance de ces analyses, c'est vraiment de combiner l'analyse grammaticale des verbes et le redressement des mots. À l'issue de ces analyses, l'idée, c'est de sortir un tableau de bord plus clair pour optimiser le suivi des recommandations, mettre des triggers en disant ça, c'est une recommandation qui nous semble importante, critique, en relation avec vos profils de risque, et pas juste en relation avec l'image ou l'intérêt que les ingénieurs prévention ont dans leurs recommandations, mais est-ce que pour vous, ça a plus de sens de les classer de manière différente, d'optimiser la manière dont vous allez les prioriser, améliorer forcément le suivi et la mise en œuvre de ces recommandations. Et puis, quand vous avez des projets sur les actions de prévention à mettre en place, c'est comment on les vend mieux, parce qu'on a compris les sous-jacents de quel est l'intérêt de cette recommandation, le lien qu'il y a avec la gestion des sinistres ou la réalité de votre sinistralité, et avoir une meilleure compréhension de l'adéquation prévention-profil de risque. C'est bien là la clé, c'est de s'assurer qu'à tout moment, votre profil de risque, il est ce qu'il est, et il peut évoluer justement avec vos actions de prévention, et être toujours sûr qu'au regard de ces actions de prévention, les rapports qui sont émis évoluent dans le même sens que vos profils de risque. C'est bête, mais pour avoir lu beaucoup de rapports de prévention, je ne vous cacherai pas que vous avez souvent beaucoup de recommandations sur les problématiques incendie. Mais quand dans votre portefeuille, vous avez beaucoup de problématiques incendie en termes de recommandations, mais que dans le profil de vos sinistres, vous êtes plutôt sur du bris de machine, on a quand même tendance à dire peut-être qu'il y a des sujets d'adéquation entre les
les recommandations que vous avez et les profils de risque. Donc ça met aussi un peu en exergue ces éléments-là en disant à tout moment, on ne dit pas que les recommandations ne seront pas justifiées, mais quelque part la pondération ou la surpondération de telle nature de recommandations ne sont pas toujours en adéquation avec votre profil de risque. À la fin de ces exercices-là, le but, c'est ce que je disais, c'est d'améliorer la prévention et surtout vous donner les clés de communication en disant, voilà, ça nous semble intéressant en tant que risk manager de mettre des actions de prévention à cet endroit-là, soit il y a une zone géographique particulière, parce qu'on s'est rendu compte que tel site ou telle nature de site, finalement, portait un risque spécifique et les recommandations qui étaient à côté est bien le reflet de ce profil de risque, ou à l'inverse, on a un certain nombre de recommandations un peu clés en main, mais qui aujourd'hui n'est pas le reflet de la sinistralité sous-jacente qu'on a avec. Donc finalement, on peut peut-être moins prioriser parce qu'on se rend compte que c'est pas le risque sous-jacent le plus important. Donc ça vous donne quelque part les clés de justification, ou en tout cas d'explication de à quel endroit je vais prioriser mes recommandations et à quel endroit je vais réinvestir, où il est important d'investir parce que j'ai une bonne connaissance du profil et une bonne lecture de ces recommandations. Donc le but, c'est vraiment après vous donner des clés de lecture. On ajuste les visuels et les reportings que vous souhaitez pour trouver ce que vous souhaitez présenter et utiliser comme outil d'analyse. Merci beaucoup Delphine. Alors dernière illustration, Cédric de Serpos avec le risque de fraude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous mes collègues pour avoir présenté ces concepts pas si simples à expliquer. À mon niveau, ça va être de présenter le pilotage des risques par l'IA. Alors, à titre d'illustration, voilà un petit peu la situation dans laquelle on va se retrouver en tant que pilote du risque, dans une situation où le risque est nouveau, le contexte change, il y a beaucoup de liens entre les choses, mais on est pilote. On est pilote, ça veut dire qu'il faut avancer, il faut prendre une décision, mais il faut aussi guider. Il faut transmettre cette culture du risque à l'ensemble de l'organisation. Alors, a priori, on va prendre des choix. Et ce qu'on aimerait bien faire, eh bien, se retrouver dans une situation à peu près celle-ci, où les axes de décision soient relativement simples à identifier. Et là, pour arriver à ce résultat, eh bien, l'IA va être une aide à la décision. Et c'est un petit peu dans cette démarche-là que je souhaiterais vous présenter un exemple concret. Il m'en manque un. Bon, la démarche, on part d'une problématique où il faut mesurer dans quelle mesure l'IA peut nous aider. C'est bien de dire que ça va nous aider, mais il faut le mesurer. Et ça va nous aider dans le premier aspect, dans l'aide à la décision. Le deuxième aspect, c'est l'IA s'appuyant sur des formules mathématiques, va avoir une approche pragmatique et objective. Ça ne veut pas dire que les personnes ne peuvent pas être pragmatiques et objectives, mais là, c'est mécanique. Ensuite, les capacités d'analyse sont vraiment renforcées par des modes de calcul qui, aujourd'hui, sont industrialisés. Et enfin, cette possibilité d'accompagnement permet d'élargir le contexte d'analyse des risques. Ça permet d'élargir la façon dont on perçoit son environnement de risque, notamment sur des visions à 360 degrés. Dans les exemples qu'on pourrait imaginer, il pourrait y avoir l'amélioration des modèles d'analyse, ceux qu'on a déjà mis en place pour gérer les différents éléments de risque, ou de prendre une approche prédictive sur un contexte changeant, la jungle qu'on a vue tout à l'heure. Dans le cas que je vais vous présenter, il s'agit d'un groupe international qui a saisi l'ensemble de ces données dans un système d'information de gestion des risques. Donc, on a répété tout à l'heure, les données sont essentielles, évidemment. L'idée, c'est non seulement de prendre en considération des données de base, des données factuelles, mais aussi des données qui permettent de mesurer les dispositifs de maîtrise. L'idée, c'est de rechercher la capacité de pouvoir anticiper des situations peu connues ou changeantes. Et enfin, les méthodologies qui ont été mises en place, ce sont deux algorithmes de type réseau de neurones ou arbre de décision. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment l'IA restitue le travail qui a été fait d'un point de vue analytique. D'abord,
D'abord, c'est comment on utilise les résultats de l'IA. C'est bien de savoir que ça a bien travaillé, que ça fait beaucoup de calculs, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux utiliser? Donc c'est la partie émergée. Merci pour l'iceberg tout à l'heure, Delphine. Voilà, il est là. Donc c'est comment on va travailler avec ce qui est visible. La deuxième chose, eh bien, c'est la partie la plus importante, c'est tout le travail d'analyse. Donc je vous montrerai de quelle façon l'IA se nourrit des données issues de l'environnement du risque pour pouvoir produire des éléments pratico-pratiques dans notre pilotage du risque. La première partie, donc, la production de recommandations afin d'accompagner la décision d'une part et améliorer les modèles d'analyse d'autre part. Donc, dans cet exemple, il s'agit de définir des stratégies en fonction d'objectifs et de critères qui vont être sélectionnés. C'est un exemple partisan où on va choisir la criticité, les ressources, le niveau de prime qu'on peut appliquer à une problématique donnée. Et on se retrouve dans une configuration à multi-axe, donc dans un polygone où les critères vont être l'environnement, on n'est plus dans un axe orthonormé impact-probabilité, c'est déjà intégré dans la criticité, et à partir du moment où on choisit des risques, on peut faire varier ces critères pour voir comment ces risques évoluent dans l'environnement. Donc naturellement, en utilisant ces variables, les risques vont évoluer. La deuxième étape, ça va être de dire, très bien, une fois qu'ils ont évolué, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme recommandation pratique? Donc là, dans l'exemple, c'est sur la criticité. La criticité va nous dire, vous êtes dans un risque de fraude, eh bien, allez regarder, enfin l'IA va nous dire, allez regarder dans votre cycle de vente ou dans votre cycle fournisseur. Et en cliquant dans cycle de vente, on va pouvoir identifier l'origine des données qui ont été utilisées, les activités sur lesquelles il faut aller porter son effort. Et très bien, d'aller voir le cycle livraison, c'est très bien, d'aller voir la prise de commande, c'est très bien, mais où est-ce qu'on va aller mettre en place nos systèmes de contrôle où la troisième ligne de défense va venir intervenir? Eh bien, ce sera dans ces unités de production qui vont être identifiées. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est en prévention sur des objectifs opérationnels, comme là, dans cet exemple, la satisfaction client. Voilà, le deuxième exemple porte sur la mise en perspective de l'IA par rapport à des règles métiers, par rapport à un système expert. Donc le système expert, c'est, vous le savez, des systèmes qui permettent de mettre des opérations en ligne par rapport à des données types, des contrats annulés, des avoirs, mais on reste dans des silos. L'IA, au contraire, va prendre l'ensemble des données disponibles, toutes les transactions, par exemple, pour une société, dans cet exemple de grande distribution, et va dire, ben voilà, cet équipier, le 14 et quelques, pour les règles métiers, est à 40% de risque. Pour l'IA, en revanche, il est très élevé. Et là, ce que l'on voit, c'est le résultat du réseau de neurones. Et le réseau de neurones va identifier dans toutes les transactions, là, des avoirs en caisse, une dizaine d'avoirs en caisse en fin de mois, dont 9 sont pour le même client. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une fraude, je dis qu'il faut aller regarder. Voilà ce que l'IA va faire pour accompagner la décision. Donc à partir de cette configuration, on peut aller vérifier quels seraient les résultats si on s'intéressait simplement à la règle métier et passer donc sur un résultat qui va être exclusivement marqué par la classification sur une typologie de données. Voilà, on a bien cette différence. Une approche transverse, une approche par silo. Donc là, ce sont deux exemples qui vous permettent de voir de quelle façon les résultats produits par l'IA peuvent être des éléments utiles pour l'accompagnement de la décision. Hop. Voilà. Maintenant, la partie émergée de l'iceberg qui s'intéresse à la modélisation, qui s'intéresse aux simulations des interactions entre les risques, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de risques de façon unitaire, mais de véritables réseaux d'entreprises, et l'industrialisation des traitements des signaux faibles, qui sont aussi une thématique particulièrement pertinente pour des traitements par l'IA, où ces éléments qui sont trop parcellaires, mais qui peuvent représenter des indicateurs avancés, sont trop nombreux ou trop petits pour être traités de façon traditionnelle. Alors concrètement, on part toujours d'un environnement, d'un contexte. Ce contexte, c'est quel est le worst case scénario
Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui je ne faisais plus rien avec tout ce que j'ai pu mettre en place comme dispositif de maîtrise? Eh bien là, vous allez avoir une évolution des différents risques, avec certains qui vont évoluer vers le haut et d'autres qui vont rester sur place. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que peut-être qu'il faut concentrer plutôt sur les choses où l'impact est le plus important, mais ça peut aussi vouloir dire pour les risques qui ne bougent pas, que ce soit des risques qui ne sont pas sensibles aux modifications de contexte ou sur lesquels le dispositif qui a déjà été mis en place est à l'épreuve du temps, ou du moins pendant un certain temps. La deuxième approche, c'est la structuration des référentiels. Donc l'IA va prendre en considération l'ensemble des référentiels organisationnels, risques et des interactions qui existent entre ces différents référentiels pour les structurer de façon à comprendre l'organisation dans laquelle cette IA produit ses résultats. Je vous rappelle que là, on est dans la partie analytique, alors que tout à l'heure, on avait la production de résultats sur cette base-là. Donc l'idée de ce travail-là, c'est vraiment d'avoir une vision de la structure. Et enfin, c'est de pouvoir, dans cette phase d'analytique, identifier quelles sont les interactions qui existent entre les différents risques. Là, ce que va faire l'IA, elle va dire, OK, j'ai une configuration, et à partir de cette configuration, je vais chercher d'autres chemins possibles pour voir ce qui se passerait dans ces situations-là. Donc on est dans de la simulation, et cette simulation est très riche d'enseignements, car elle produit d'autres possibilités de traitement. Enfin, une fois cette simulation effectuée, eh bien, on va s'intéresser à la logique globale de cette interaction, ce qui veut dire en d'autres termes, au lien qui existe entre les différents signaux faibles et les éléments de stratégie de pilotage du risque. Donc là, dans cet exemple, on va cliquer sur un élément, enfin on va voir le détail sur un élément, on voit toujours autour les signaux faibles qui ont été rattachés à cet élément essentiel qui parle d'endettement, et ensuite le cheminement qui a permis à l'IA d'arriver au résultat que vous avez vu tout à l'heure, qui est sous forme de recommandation, d'action. Il faut aller regarder le cycle client dans telle unité opérationnelle. Donc là, ce sont des représentations, des cartographies du raisonnement que l'IA a mis en place pour arriver au résultat. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Cédric. Alors, oui, il va falloir quand même se former pour expliquer à sa direction générale le cheminement. Enfin bon, voilà, on a beaucoup à faire encore. Alors, à ce stade, quels sont les constats et très rapidement, on va partager avec vous sous forme de matrice force, faiblesse, opportunité, menace. Je suis désolée, je vais te demander de poursuivre sur la partie force, s'il te plaît. Donc, le temps réel. Effectivement, aujourd'hui, nos thématiques sont de plus en plus sensibles à la rapidité de décision. Et on est de plus en plus sous des décisions sous contrainte avec un laps de temps très réduit. La fiabilité, on en parlait tout à l'heure, c'est le pragmatisme et des mathématiques. À partir du moment où on travaille sur de la donnée traitée de façon objective au sens mathématique du terme, on peut imaginer qu'on est sur une quantification ou une prise en compte du risque qui est plus fiable. Et enfin, la prise en compte de situations évolutives, eh bien, nous en avons parlé tout à l'heure. À partir du moment où le contexte change, les données qui sont intégrées dans les systèmes experts, qui sont basés sur l'expérience, ne sont plus valables, ou les modèles risquent d'être fragilisés. Et à ce moment-là, l'IA qui va se servir de sa connaissance flexible de l'environnement sera en mesure de proposer des solutions de contournement. Merci beaucoup. Alors, on n'y est pas encore parce qu'on doit affronter un certain nombre de faiblesses. Alors, effectivement, au niveau des faiblesses, on va en parler. Pour moi, la principale faiblesse actuelle, c'est l'élément humain. C'est que c'est une matière qui est mal connue encore, qui est mal comprise, avec beaucoup d'a priori, avec aussi beaucoup de mélange par rapport à ce qu'est l'IA. Pour rappel, l'IA, en fait, donc c'est du code. La grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on a des capacités en matière de traitement, parce que les serveurs, parce que les systèmes de cloud sont différents, mais que les formules mathématiques qu'on utilise sont des algorithmes, sont des formules qui existaient dans les années 40. Donc des produits scalaires, des lois normales, c'est des choses qui sont extrêmement basiques, en fait, d'un point de vue, enfin pas basiques, mais qui existent d'un point de vue mathématique depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, on sait utiliser d'un point de vue code IT parce qu'on a des capacités qui sont démultipliées.
Donc déjà, il y a cet élément qu'il faut avoir en tête pour rassurer par rapport à ce qu'est l'IA. C'est des maths un peu complexes, et j'ai le souvenir à l'école, quand j'étais en cours de maths, de me demander parfois à quoi ça va servir tout ça. Je pense que l'avenir est aux mathématiciens, aux codeurs, indéniablement. Mais et là, c'est une deuxième faiblesse. L'élément humain aussi, c'est donc la capacité à vulgariser, à expliquer, à rassurer. Et je pense que les éléments de communication aujourd'hui ne sont pas encore totalement clairs, et qu'il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Après, il y a des faiblesses relatives aux données, qui pour moi sont des faiblesses très court terme, parce que c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler. Effectivement, les données ne sont pas toutes aussi structurées, elles ne sont pas toutes renseignées. Déjà, s'il n'y a pas de données, on ne peut rien en analyser. Et il faut avoir le réflexe, qui est parfois aussi un peu pénible, de renseigner, de documenter tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est un effort et une politique d'entreprise générale à engager pour pouvoir exploiter des données et qu'elles soient structurées ou non. Une deuxième faiblesse aussi, c'est la partie business case. Donc c'est justifier l'investissement. Justifier l'investissement sur des projets en IA est délicat. Il est délicat parce qu'on n'a pas toujours une idée extrêmement claire des bénéfices. On a une idée parfois des bénéfices court terme, mais qui finalement minimise l'opportunité générale. Et je pense que là, il faut évidemment veiller à travailler sur la robustesse de ces business cases. C'est la seule manière de justifier un investissement d'entreprise et une décision au niveau de la direction générale. Merci Maxime. Évidemment, il y a énormément d'opportunités. Donc Delphine. Oui, effectivement. Ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, la puissance de pouvoir travailler sur plusieurs bases de données qui aujourd'hui étaient disjointes, je dirais, nous offre la possibilité, en faisant tourner les modèles, de les regarder différemment et du coup d'identifier des nouveaux risques. Alors, soit ce sont des signaux faibles, soit justement ce sont des risques qui existaient, qui avaient des signaux forts, mais pour lesquels, parce qu'on n'avait pas la capacité de regarder toutes les données dans son intégralité et pas tous les moteurs pour les analyser, nous permettait pas forcément de les voir correctement. Ça apporte aussi la capacité de donner plus de corrélation et de causalité au risque. Et on en revient sur, effectivement, plus on a de l'information et plus on est en capacité de mieux comprendre de quel risque on parle et comment il est arrivé et comment il évolue avec le temps. Ça offre aussi, puisque ça procure en fait des gains d'efficacité une fois qu'on sait manipuler ce type d'algorithme, d'avoir une meilleure allocation dans le traitement de la donnée, mais aussi au-delà de ça, pour les risk managers, en termes de gestion des risques, une meilleure allocation des ressources ou de l'effort qu'on doit faire, qu'on doit mettre pour mieux maîtriser ces risques et mieux mettre les ressources en face. Et enfin, un vrai moteur d'aide à la décision, c'est-à-dire que ça ouvre des perspectives d'explication, de mieux justifier pourquoi on a ces risques et comment on les traite, comment on les gère, et avec, je pense, tout ce qui est autour de la donnée, crédibiliser un petit peu les démarches d'aide à la décision. Alors c'est embêtant de finir sur les menaces, mais nous, les risques managers, ça nous fait peur. Exactement. Mais il y en a quand même. Eh bien oui, il y a des nouveaux risques, il y a des nouvelles problématiques, mais bon, on va les gérer, hein, comment c'est faire. Alors d'abord, le premier, c'est quand même l'effet un petit peu boîte noire dont on peut avoir peur sur l'algorithme. Hein. Je vous disais, c'est des data scientists qui font ces codes, ces réflexions. On n'est pas des experts, nous ne sommes pas des experts. Moi, je suis incapable de dire est-ce que ce qu'on a mis dedans comme formule mathématique, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc ça, c'est mon petit point de comment est-ce que ça marche et donc comment est-ce qu'on peut finalement avoir une assurance raisonnable que ce code qui est utilisé va nous donner une décision intelligente ou alors elle nous dit n'importe quoi. Donc attention à l'effet boîte noire de l'algorithme. Il faut qu'on puisse avoir une traçabilité en tant que risk manager de qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, et peut-être d'avoir un espèce de comité qui va vérifier les utilisations d'algorithmes. Je sais pas. Je crois qu'il y a un projet de réglementation au niveau européen, en tous les cas, lorsqu'on a des données privées
pour qu'on trace Oui. l'algorithme. Et je pense que c'est important parce que c'est le deuxième sujet là-dessus, c'est un peu le sujet éthique, l'utilisation éthique de l'algorithme. La Commission européenne, on a travaillé là-dessus avec Fermat, on a fait des réponses, je crois, sur l'éthique l'année dernière, l'éthique de l'algorithme, sans vouloir se mettre des énormes freins et se dire au secours, on va surtout pas avancer. Je pense qu'il y a quand même une démarche réfléchie à mener sur quelles données, quel algorithme, quelle décision derrière, et on parle vraiment de cette éthique d'algorithme. Deuxième menace importante qui est liée avec les deux premières, troisième, pardon, c'est les biais qui sont issus des données. Quelles données on a utilisées, comment est-ce qu'elles étaient finalement déjà recensées, qu'est-ce qu'elles avaient dedans et qu'est-ce qu'elles donnent. Vous avez tous en tête les problématiques de racisme, les problématiques de différence de féminisme, les différences, toutes les utilisations qu'il y a pu avoir, qui ont fait la une des journaux parce que c'était de montrer à quel point l'IA c'était dangereux. Ok, en attendant, nous dans l'entreprise, on a aussi des biais dans nos données. Comment est-ce qu'on les traite? Attention, à une époque, on avait une énorme structure aux États-Unis. Ça a enclenché des données qui font qu'aujourd'hui, si on récupère ces données-là, on va peut-être prendre une décision qui n'est pas la bonne. Parce qu'on avait cette cellule, cette entité aux États-Unis, il faut pouvoir retraiter les éléments. Retraiter les éléments, mais suivre ce retraitement également. Donc, attention. Donc pour nous, la menace, elle est importante en tant que risk manager, faire attention. Pas d'improvisation, évidemment. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je vous parlais le syndrome du data lake. Moi, j'ai eu plusieurs boîtes en disant, mais nous, on fait un data lake, on y va. Alors ça, et le compteur, il tourne. Le compteur, il tourne. Ça coûte des sous, ça coûte des sous, ça coûte des sous. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et je pense que nous, risk managers, on a une capacité de se dire, on va utiliser ces données dans le but de l'efficacité de la gestion des risques. Et j'espère qu'on vous a convaincu ce matin en disant il y a beaucoup de choses à faire et que les données et les risques, nous, on ne va pas improviser parce qu'on sait qu'on veut mettre le risque au niveau acceptable pour l'entreprise et on a vraiment des solutions à le faire aujourd'hui grâce à l'IA. Peut-être aussi un des points importants sur la menace, le dernier point qui est important et qui est à long terme mais qu'on entend tellement dans les journaux, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais arrêtons le côté magie, le côté ça décide tout seul. On a même vu des robots qui pleuraient. Ah là 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 là, les robots, alors avec des émotions. Non mais franchement, honnêtement, c'est une blague quoi. C'est une blague, je veux dire, c'est un codage d'un humain qui suscite, quand on entend la voix, une émotion prononcée. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un humain en face de nous. Si on le débranche, je vous promets qu'il ne va pas se réveiller pour vous prendre à la gorge. Enfin, arrêtons Hollywood, repartons sur quelque chose de concret. Est-ce que l'intelligence humaine est menacée par l'intelligence artificielle? Moi, je pense que c'est pas du tout pour l'instant. C'est une complémentarité. Je parle d'un risk management augmenté. Tout ce qu'on vous a présenté ce matin, imaginez pour les risk managers, imaginez pour Anne, elle chausse ses lunettes. Elle va chausser ses lunettes de tout ce qu'elle a entendu ce matin, mais en attendant, elle va faire des choses beaucoup plus qualitatives dans son groupe que d'aller vérifier si le risque de livraison, patati patata. Je vais peut-être devenir intelligente. Non, tu l'es déjà tellement. Justement, tu vas utiliser ton intelligence je veux dire, tu vas organiser ton métier d'une manière beaucoup plus efficace et qui va faire que tu vas utiliser sur des sujets beaucoup plus stratèges, beaucoup plus de niveau, beaucoup plus être dans la réflexion. Et je trouve ça vraiment intéressant. Par rapport à ce point-là aussi, effectivement, moi, un énorme bénéfice que je vois, c'est que ça nous oblige aussi à repenser notre éthique en matière professionnelle. La fin de l'intelligence humaine, non, évidemment, puisque c'est moi ma conviction, c'est que ça ouvre des champs. Mais que là, pour revenir sur le sujet de biais des données, les données ne sont pas responsables de problématiques actuelles. Donc elles mettent en exergue des problématiques qui peuvent exister. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous oblige, on a des éléments très tangibles pour enclencher une démarche et questionner notre métier, le repenser et surtout s'interroger sur l'éthique. Donc je trouve que c'est assez fabuleux aussi, dans ce sens-là. Alors juste... pour compléter, il y a eu un petit fascicule qui a été édité, enfin petit fascicule, un énorme document majeur structurant pour notre métier du risk management. C'est bon, je fais la bonne pub. Alors on a beaucoup participé, alors le 11 c'est Okay et moi sur cet élément, sur ce document. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dans ce document? Déjà vous parler un petit peu de l'IA et des données. Un peu, on en a parlé ce matin, mais c'était vraiment fait par Okay, un data scientist qui va vous raconter ce que c'est que les données et comment on en est arrivé là aujourd'hui.
Il y a une deuxième partie intéressante qui est sur le COSO appliqué à l'IA. Donc, quelle gouvernance des risques par rapport à ça? Quelle éthique? Quel biais? Et puis, naturellement, on a parlé des risques majeurs, des nouveaux risques majeurs que va entraîner une IA dans les entreprises. Parce que là, on parle de l'IA au sein du risk management, mais évidemment, déjà dans la salle, vous avez tous peut-être de l'IA dans vos entreprises sur la partie sales, sur la partie whatever le sujet. Donc, en tant que risk manager, attention, vous avez déjà des risques, il faut les regarder. Et puis, naturellement, on vous a mis en troisième chapitre des business cases d'utilisation d'IA au sein de départements de risk management, au sein de départements d'insurance management. Et je pense que c'est très intéressant. Vous en trouvez sur le stand de l'Amrae ou sinon vous le téléchargez sur le site de Fermat. C'était le petit quart d'heure pub. On a vu, quand on parle d'IA, on est obligé de parler anglais. Ah oui, ça c'est le risque. C'est un risque majeur. Alors, on a maintenant un peu de temps pour les questions-réponses. Et je dirais, si vous pouvez partager avec nous des expériences que vous avez en la matière, on est absolument preneurs. Donc, je vous propose un temps d'échange. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle? Monsieur. Qui se lance? Alors, merci Florence. C'est pas du tout préparé. Moi, j'ai une question plus globale dans un marché qui se durcit, où il y a déjà pas mal de risques qui ont été implaçables au 1er janvier. Est-ce qu'on ne va pas encore accentuer cette tendance de risques, entre guillemets, clean, qui sont transférables, et risques qui deviennent de plus en plus inassurables et dont les assureurs ne voudront plus? Alors, c'est un très bon point. Je suis ravi d'avoir cette question. Et en tant qu'assureur, du coup, je me permets de répondre. En tant que client, vous avez été tous confrontés à, je partage la vision du risque que je souhaite assurer, et j'ai l'impression que l'assureur n'a pas bien compris mon profil de risque et applique des méthodologies actuarielles qui sont liées à des appétits sectoriels, des appétits en matière de taille d'entreprise, que sais-je encore. Et ça restera le cas. Il y a des sujets de mutualisation, vous savez comment fonctionne un assureur. Je pense que l'IA va nous permettre de mieux comprendre le profil du risque. Donc, fort de méthodologie globale actuarielle, mais aussi d'avoir une meilleure compréhension des spécificités d'une entreprise qui peut être moins disante ou mieux disante par rapport à une moyenne sur l'ensemble d'un portefeuille de risque assuré par un assureur. Donc moi, je pense que c'est une opportunité formidable, et surtout dans un marché haussier, pour les risk managers de mieux défendre leur dossier auprès des assureurs. Oui, il y a plein d'exemples, par exemple sur le risque de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, c'est un risque qui est critique. Il y a de plus en plus en matière de sévérité, d'impact des catastrophes naturelles, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous permettent, avec des modèles mathématiques, des modèles stochastiques, des cartes, les cartes que tout le monde connaît, on a les capacités, en ayant très peu d'informations, juste les coordonnées GPS et les valeurs, d'avoir une très bonne compréhension du profil en matière de catastrophe naturelle d'un client. Et ça, aujourd'hui, un risk manager peut s'équiper pour bien défendre son dossier auprès de son assureur. Et je vous invite vraiment à le faire. En tant qu'assureur, on serait ravis d'avoir ce type d'échange. Je rejoins tout à fait la réponse. C'est qu'effectivement, il y a eu pas mal de débats dans le monde de l'actuariat avec le big data, les data scientists. Est-ce que c'est la mort des actuaires? Et donc, quelque part, est-ce que la vision mutualisation qu'on porte à travers la tarification des assureurs, qui était une vision, quand même, le principe fondamental de l'assurance et la mutualisation, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle et en redevenir presque à de la tarification au risque unitaire et l'individualisation fait que ça rend les modèles différents? Est-ce qu'il faut se doter de ça pour avoir son vrai tarif? Je dirais c'est un mélange des deux mondes. C'est qu'effectivement, il y a un sujet de mutualisation qui reste quand même les fondamentaux de l'assurance. Au-delà de ça, la meilleure connaissance unitaire de son risque permet de mieux comprendre les raisons sous-jacentes de l'émergence de ces risques et d'identifier plus rapidement les risques et les nouveaux risques. Je pense que il faut se doter, parce que c'est un effet différenciant pour mieux présenter et mieux le comprendre, et non pas rentrer dans le
package global de cette mutualisation, donc être plus différenciant, mais ce qui ne veut pas dire que pour le coup, c'est la mort de l'assurance traditionnelle de mutualisation. Et pour enfoncer le clou, l'opportunité de l'IA aussi, c'est d'avoir une lecture de l'évolution du risque sur une année. Donc aujourd'hui, la plupart des programmes d'assurance sont structurés de manière annuelle, et on sait qu'un groupe, et a fortiori une grande entreprise, elle se sépare de business unit, il y a des projets d'acquisition, il y a des chantiers de construction, donc le profil de risque évolue énormément et dans beaucoup de secteurs différents. Encore une fois, je pense que pour revenir sur le point de Bénédicte, c'est que ça nous permettra, parce que c'est encore au stade exploratoire, d'avoir une vision plus fine du risque globalement et d'avoir une vision plus évolutive, plus proche et presque prédictive. Bonjour, deux remarques. La première que vous avez d'ailleurs évoquée, c'est que l'IA fait encore peur. Alors certains auteurs, je le vois de plus en plus quand on regarde, utilisent un nouvel acronyme qui est en fait, qu'on a d'ailleurs aussi évoqué à Berlin lors de FERMA, c'est Enhanced Human Intelligence, EHI, de façon à bien souligner que, comme Bénédicte l'a dit tout à l'heure, le système ne prend pas les décisions. Il aide et améliore la décision. Pour revenir sur le débat que vous venez d'avoir sur l'apport en matière d'appréciation des risques ou d'authentification des risques, je dirais que ça a deux effets. Le premier effet, c'est effectivement de permettre à l'assuré éventuellement, ce qui peut rendre son risque plus appétant de prendre vraiment à sa charge sur une base de 5 ou 10 ans un total de rétention plus élevé, avec ou sans captive. Là, on peut en débattre en fonction des montants en jeu. Mais la conséquence pour l'assureur, c'est qu'il a du coup un élément beaucoup plus volatile et qui suppose effectivement alors une vraie multiplication des clients de façon à ce que cette volatilité individuelle devienne collectivement, et c'est le rôle de l'assureur. Ouais. Donc je crois que ça permet de placer les capitaux de l'assureur vers le vrai risque. Et donc, ce que je dis parfois, en soutien effectif des bilans d'entreprise sur leur volatilité qu'elles ne peuvent pas assumer. Sur la première remarque, très simplement, je vous invite à travailler avec des data scientists. Et d'ailleurs, ça fait partie des règles, voilà, quelques leçons en matière d'apprentissage pour casser l'effet peur. Et d'ailleurs, c'est applicable dans absolument tous les domaines. Je vous invite à faire connaissance avec des data scientists. Et d'ailleurs, c'est la seule manière d'être efficace et de produire de la valeur, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires avec des gens qui maîtrisent la donnée, les algorithmes, et les gens qui maîtrisent le métier, les risques opérationnels. C'est la seule manière de créer de la valeur, de créer de la confiance et de voir qu'en fait, on peut mutuellement s'enrichir. Sur la deuxième remarque, vous avez raison. Julien. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a un volet que je n'ai pas beaucoup vu, parce que le format était sûrement court, mais c'est la partie suivie de la remédiation post-catastrophe naturelle, par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cadre, l'intelligence artificielle permet de suivre la reconstruction, l'évacuation des eaux, les dégâts post-catastrophe naturelle? On le pense complètement et on pense que tu as tout à fait les réponses à apporter sur ce sujet-là. Tu peux peut-être développer. Éventuellement, oui. Donc, je travaille pour la société Kairos, qui est une jeune start-up qui est spécialisée en fait dans justement les technologies de l'intelligence artificielle à partir majoritairement de données satellites, mais également de l'analyse de texte et de la combinaison de la fusion de beaucoup de types de données. Et il se trouve que les risk managers et les assureurs ne sont pas notre cœur de marché, mais comme le risk management est une de mes spécialités, je me permets de partager avec vous le fait que oui, on est capable de suivre. Non, mais je vois que vous maîtrisez tout à fait le sujet. Donc aujourd'hui, il y a des techniques satellitaires d'imagerie, donc de reconnaissance optique, mais il y a aussi des techniques radar, il y a aussi des techniques de reconnaissance spectrale.
Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont en train de se développer. Donc, il y a des satellites qu'on envoie en orbite géostationnaire, mais il y a aussi des avions à plus petites échelles qui sont capables de suivre real-time ce type de sujet, et donc d'avoir un suivi des milieux et de l'impact de catastrophes naturelles. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, en combinaison de l'optique, du radar et du spectral, on est capable de détecter une personne qui malheureusement serait coincée dans une avalanche. Et donc directement de donner la possibilité aux secours, aux hélicoptères, voilà où se trouve exactement la personne qui est en danger. Voilà la température de la personne, ce qui nous donne une idée de son état de santé. Et voilà où est-ce qu'il faut engager les recherches en priorité. Donc je suis tout à fait d'accord. Et là, je vous ai pris un exemple, mais en inondation, en tremblement de terre, on sait qu'on a des problématiques lors d'un événement catastrophique de connexion. Enfin, on ne sait pas connecter, on ne sait pas appeler, le réseau ne marche plus. Et aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent pour pouvoir venir au plus vite et être en assistance aux personnes dans le besoin suite à un événement catastrophique. C'est tout à fait ça. C'est ce sur quoi nous travaillons, pas seulement pour les risk managers ni les assureurs. Avec plaisir pour discuter après. Sur les un deuxième point peut-être pour éclairer sur la confiance qu'on peut avoir dans l'intelligence artificielle, mais également la complexité. C'est vrai que beaucoup des algorithmes et des formules mathématiques qu'on utilise dans l'intelligence artificielle sont basés sur des travaux qui existent depuis longtemps. Maintenant, si je peux me permettre, quand on parle de trous de données dans un domaine particulier, il y a des théories qui sont quand même beaucoup plus récentes, comme la théorie des matrices creuses, basée sur les Minfield Games, qui permettent de remplir, en fait, et ça existe depuis une quinzaine d'années. Donc tout ne date pas des années 40, heureusement, et on continue à évoluer. Merci. Je voulais pas trop effrayer, en fait. Mais c'est des modèles. Là, voilà. Ouais. Moi non plus, je mets le joker, hein, vous savez. D'autres réactions? D'autres partages? Oui, là, monsieur. Christophe. Bonjour, Christophe Rabalan, Massif. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais j'ai comme une impression, on en parle quand même depuis maintenant quelques années, et dans le monde de l'entreprise, assureurs ou grandes entreprises du secteur industriel, service, on est tous confrontés, on va dire, on nous demande, je fais simple, toujours un peu plus, avec parfois le même niveau de moyens, voire un peu moins. Et donc, on s'aperçoit que là, quand même, il y a une source par les différentes thématiques de l'IA et les capacités en meilleure connaissance, en fiabilité de l'information, je dirais ça permet de rapprocher, on le voit, l'exemple de Bénédicte, entre effectivement la supply chain, le risk manager, les métiers. Et on se dit, mais bon sang de bonsoir, comment se fait-il que, grosso modo, ça reste quand même un petit peu, quand même, on va dire, un petit peu homéopathique encore, comme dans les entreprises. On a, enfin moi dans mon secteur, on ne l'utilise pas, on va dire en risk management ou en contrôle. Ça se fait dans d'autres thématiques. On a Watson qui va trier les emails pour les rerouter aux différents services, par exemple. On a quelques exemples, mais ça reste quand même encore parcellaire. Donc comment vous expliquez, entre guillemets, le paradoxe où, on va dire, il y a une source, je dirais, d'optimisation et de productivité beaucoup plus forte, et ça reste quand même un petit peu, j'allais pas dire anecdotique, mais ça reste mineur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que en fait, ça va devenir exponentiel et que là, on est en train de prendre conscience de tout ça, mais que pour nous, c'est tellement nouveau que, encore une fois, ce que je disais en introduction, il faut l'absorber et puis il faut l'expliquer en interne parce que c'est un petit peu d'investissement. Et il y a alors, le client dont Bénédicte parlait tout à l'heure, enfin, l'un des clients, c'est Ipsen, et la formule d'y aller justement par ce dont tu vas parler maintenant, par étapes, par petites touches, pour convaincre aussi en interne, parce que sinon on n'arrivera pas à tout prendre d'un coup. Et donc c'est l'époque. Voilà, je pense que au départ, en fait, l'IA, on en a entendu parler par surtout l'expérience client. En fait, je ne sais pas vous, mais j'ai eu le sentiment pendant les 5 dernières années
c'était miraculeux pour l'expérience client. Alors on faisait la liaison avec les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si on a l'impression qu'on savait que là, on allait acheter un sac à main en passant devant la vitrine parce que vous comprenez, on était plus malin que vous. Bon, devant une fille, sac à main, non, c'est un peu, c'est pas bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se dire, mais l'IA peut aller ailleurs que sur l'expérience client. On est en train de rentrer dans les autres fonctions, et notamment, alors on parle de risk management ce matin, on peut parler d'audit interne, on peut parler de contrôle interne, de conformité. Enfin, tout ça, on est en train de dire peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas vu la valeur ajoutée parce qu'on a voulu se consacrer, je pense, sur l'expérience client, sur le sales. Ce qui est normal. Une boîte, elle a comme objectif numéro 1 de vendre. Donc je veux mieux vendre, et si je peux mieux vendre, c'est mieux. Après, aujourd'hui, je pense qu'on a des énormes poches d'efficacité sur toutes ces fonctions support et on est en train de les défricher. Alors, comme le disait Anne, le meilleur moyen pour défricher, c'est l'époque. Donc, tu dis, vous n'avez plus de moyens et vous n'avez pas de budget, et ça, nous, on l'entend très bien. Et justement, aujourd'hui, défrichons ensemble, parce que l'époque, on fait des niveaux de facturation qui sont très, très faibles pour des gains d'efficacité extrêmement élevés après. Donc, c'est le moment, justement, de travailler conjointement ensemble à qu'est-ce que tu cherches à faire, c'est quoi ton risque majeur, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, et ensuite, derrière, c'est de dire le gain d'efficacité, et ça, c'est notre ambition, je pense, à chaque fois, et là encore, je parle pour nous 4, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'à chaque fois, on va mesurer ton gain d'efficacité. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vois, quand on a fait l'exemple de supply chain, dans le gain d'efficacité, tu le mesures. Tu vois tout de suite le BFR, la négociation contractuelle, et ça se mesure, alors pour le coup, avec des chiffres, et même moi, j'y arrive avec ma calculette, j'y arrive. Tu vois? Mais franchement, je pense que c'est ça l'ambition. Un POC, c'est de se dire qu'est-ce que je vais gagner à la fin, qu'est-ce que je vais rapporter à ma boîte. Et c'est un investissement qui est quand même pas très important aujourd'hui pour des leviers intéressants à venir. Et juste pour compléter, sur la partie POC, l'intérêt, c'est qu'aussi sur ce type d'algorithme, la plus grande difficulté, nous, quand on a le présenté, c'est que autant dans des formules fermées type actuariel, je suis à peu près sûre de pouvoir vous donner un résultat à la fin. C'est bête, mais quand on bascule sur des procédures IA en fonction de la donnée, de la manière dont les données se parlent entre elles et sont exploitées, je ne suis pas toujours sûre à la fin de vous donner la réponse que vous attendiez ou une réponse qui soit pertinente. Et c'est un peu l'incertitude de ce type aussi d'approche, c'est qu'on ne sait pas à l'avance toujours à quel endroit on va atterrir à la fin du process. Et donc, la notion de POC est une notion importante. C'est vraiment une procédure en partenariat avec vous, avec vos experts, avec la réponse à la question que vous cherchez. Et quelque part, l'expérience nous montre que y a un gain d'efficacité, sauf que de temps en temps, il n'est pas là où on l'attendait. Donc, c'est là où l'ouverture de POC, ça permet aussi d'avoir un champ exploratoire, de ne pas s'interdire d'aller à des endroits où on n'avait pas au départ pensé aller, mais les données nous montrent que c'est là où il fallait aller. Et après, c'est à travers ça qu'on retransforme après en mission, parce qu'on voit où est-ce qu'on arrive. Et c'est l'expérience, à force d'avoir des expériences de données, etc., qu'on aura plus la capacité de mieux pressentir quelque part les attentes et les points d'atterrissage de ce type de mission. J'ai 2 remarques en plus de tout ce qui a été dit et que je partage évidemment. Par rapport à votre point en matière de maturité, c'est émergent. Moi, en tant qu'assureur, j'observe donc du coup des entreprises de différents secteurs et je peux vous dire que le degré de maturité il est extrêmement différent en fonction des secteurs d'activité. Pour 2 raisons. Il y a des secteurs d'activité qui sont très proches du monde digital, donc qui ont déjà aussi l'habitude de gérer des données et donc qui sont relativement avancés sur ces sujets-là. Nous, en tant qu'assureurs, finalement, la data science, c'est des choses qu'on faisait depuis la nuit des temps, sauf que là, on va le faire différemment, on le fait de manière exponentielle. Il y a d'autres secteurs aussi, des secteurs industriels, avec des usines connectées, avec des infrastructures connectées, c'est des choses qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et déjà, ces industriels sont dans cette logique-là, et je ne vais pas parler du secteur aérospatial, de la défense, où là évidemment ils ont même des années-lumière en matière d'avance parce que voilà, il y a des brevets aussi confidentiels. Donc il y a un degré de maturité qui est différent de par la nature du secteur d'activité d'entreprise, et il y a un degré de maturité qui est différent par rapport évidemment aux convictions de la direction et l'acceptation de l'incertitude que représente un projet en IA. Donc accepter, avoir cette conviction qu'il faut investir en innovation avec une incertitude sur les bénéfices directs,
mais une conviction sur un apport plus long terme. Donc il y a une politique d'entreprise un peu plus globale aussi qui peut être différente en fonction des secteurs. Sur le dernier point que j'ai par rapport, je suis désolé, hein, je suis rapide, par rapport jusqu'où on va aller du coup, jusqu'où on va. Il y a un côté effrayant, on a toujours plus de données, on va avoir de plus en plus de méthodes, d'algorithmes, tout va être modélisé, c'est vrai. Et en fait, soit on est effrayé, soit on l'accepte, parce que pour moi c'est inéluctable. Et en revanche, on travaille sur l'éthique professionnelle, sur l'apport de l'intelligence, sur repenser notre métier, les échanges, les relations. On est encore sur un marché aujourd'hui qui est de l'intuition personnelle, qui est très important de se parler, comprendre. Et ça, je pense que ça va rester pendant pas mal de temps encore. Merci Maxime. Cédric, un dernier mot ? Il ne faut pas oublier de toute façon que comme tout projet informatique, c'est un projet qui se fait avec des professionnels. Il faut définir ses objectifs de façon très très claire et puis avoir des objectifs réalistes par étape, de façon itérative et vérifier à chaque étape qu'on soit dans une direction qui corresponde quand même à ce qu'on avait prévu comme résultat final au démarrage du projet. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué que tous les autres projets informatiques que l'on peut mener dans nos entreprises. Ça reste un projet informatique qui se traite selon certaines règles qui sont structurées. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour votre attention.